La plupart des Japonais me considèrent comme bilingue en japonais. Pourtant, je sais toujours pas écrire les kanji. Bienvenue dans Shinome, le podcast qui parle de l'apprentissage du japonais. Aujourd'hui, les amis, je vais vous parler du fait que j'ai commencé à apprendre à écrire les kanji. Ça fait plus de 3 ans que j'étudie le japonais et je n'ai jamais appris à écrire les kanji. Alors, je n'ai jamais appris, c'est un petit peu à relativiser. On va retracer mon histoire au niveau de l'écriture des kanji. C'est une histoire assez classique. Beaucoup d'apprenants ont suivi le même chemin que moi. C'est-à-dire que j'avais appris à dessiner les kanji de base au tout début de mon apprentissage, mais j'ai très rapidement arrêté. Et voilà, je suis devenu bilingue en japonais sans savoir écrire les kanji, mais récemment ça a changé. Je me suis acheté ce petit carnet. Alors pour ceux qui sont sur la version audio du podcast, vous ne le voyez pas, mais c'est juste un petit carnet qui sert à la base aux étudiants japonais, aux enfants japonais, aux écoliers japonais à dessiner justement leur premier kanji. Je m'en suis acheté un et j'ai commencé comme ça à m'entraîner à les écrire. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous expliquer comment également, et je vais vous donner mon avis là-dessus, si ça vaut le coup ou pas d'apprendre à écrire les kanji, sous-entendu d'écrire les kanji à la main. Déjà, je vais revenir un petit peu sur le début, sur pourquoi est-ce qu'on voudrait apprendre les kanji, pourquoi est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas. Il faut bien distinguer quand on écrit le japonais entre savoir écrire les kana et savoir écrire les kanji. Donc les kana, c'est l'alphabet, on va dire, le plus simple japonais. Il y en a deux, il y a hiragana et katakana. Si on combine les deux, ça donne une centaine de caractères qui sont tous assez simples. Finalement, ils vont tous avoir quoi, 2, 3 traits. Voilà, c'est vraiment des traits assez simples, des dessins assez simples, et ils sont au nombre d'une centaine. Du coup, ce qu'on recommande de faire généralement aux débutants, c'est que en même temps qu'on apprend les kana, qu'on apprend à les lire, qu'on apprend les sons qui sont associés, eh bien, on va également apprendre à les écrire. Pourquoi ? Parce que ça va nous aider à les mémoriser. Et puis en plus, c'est très cool. C'est-à-dire que c'est très cool. On peut écrire vraiment tout le japonais. En vrai, avec des hiragana, des katakana, on peut, voilà, tous les mots qu'on ne connaît pas techniquement en japonais, on peut les écrire en hiragana et katakana. Dans la pratique, voilà, une fois qu'on devient adulte, on abandonne les hiragana et les katakana au profit des kanji. Mais toujours est-il qu'en soi, on peut déjà faire beaucoup de choses juste avec hiragana et katakana. Et c'est pour ça qu'on apprend à les écrire. L'autre raison majeure pour laquelle on apprend à les écrire, c'est que c'est très simple. Ça, c'est quelque chose qu'on peut oublier. Mais c'est que les katakana et les hiragana, ils sont déjà qu'au nombre de 100. Les kanji officiels, il y en a 2100 si on compte en plus les noms, c'est-à-dire les noms de famille communs. Ça monte voilà, facilement entre 2500 et 3000 kanji d'usage quand même fréquent. Donc ça fait un paquet. Vous voyez que 3000 versus 100, bah voilà, c'est pas la même chose. Et que les hiragana, katakana, voilà, ça va être 2, 3, 4 traits. C'est pas beaucoup de traits, c'est très simple. Les kanji, c'est pas du tout rare de monter à 10, 15, 20 traits. Alors, 20 traits, c'est un petit peu plus rare, mais voilà, une quinzaine de traits, beaucoup plus complexes que les hiragana et katakana, et du coup, qui sont beaucoup plus durs à mémoriser. Il faut savoir que les Japonais apprennent à écrire les kanji sur des années, et ils le font dans un contexte de l'école, où ils doivent écrire, comme nous, on apprend à écrire en français, on doit écrire des rédactions, on doit écrire des dissertations, on fait des exercices, on doit répondre, voilà, donc tous les jours, ils écrivent des kanji. Nous, quand on est des apprenants, du coup, étrangers du japonais, il y a toujours la question de est-ce qu'il faut apprendre les kanji ou pas ? Et il y a plusieurs avis sur la question. Généralement, les ressources pour débutants vous apprennent à écrire les kanji. C'est un des trucs qu'on apprend, qu'on enseigne aux débutants. Si vous êtes à la fac, par exemple, il faut que vous sachiez écrire les kanji, c'est demandé dans vos évaluations. Maintenant, pour un étudiant en autodidacte, c'est un petit peu plus flou. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce que c'est juste une perte de temps ? La réponse, vous allez voir, est un petit peu entre les deux. Ça va beaucoup dépendre. Il y a des choses à prendre et des choses à laisser dans l'écriture, selon moi. On va en discuter un petit peu du coup dans cet épisode. Alors que moi, quand j'ai fait mon premier manuel pour débutants, il y a des kanji. Et j'ai appris à écrire mes premiers kanji dedans. Alors notamment, il y avait le kanji de l'homme, le kanji du jour, le kanji de l'eau, etc. Je ne me rappelle plus exactement, mais il doit en apprendre une centaine de kanji le manuel. Et j'avais appris à les dessiner, les kanji, puisque c'était présenté comme ça dans le manuel. Et à l'époque, j'avais pas encore de recul ni de connaissances pour savoir si c'était la bonne chose à faire ou pas. Donc j'ai suivi un peu aveuglément le manuel. Et du coup, j'avais appris à dessiner une centaine de kanji. Mais je suis très rapidement arrivé dans une phase du japonais, en fait, où au moment où j'ai voulu accélérer mon apprentissage et au moment où j'ai voulu, j'ai acquis vraiment les bases des bases. Donc voilà, 100 kanji, finalement, c'est assez ridicule quand on compare aux 2000 qu'il faut apprendre. Vous voyez que 100, c'est vraiment c'est le même nombre que les kana et les hiragana. Alors c'est déjà pas mal, mais ça reste très peu à l'échelle de tous les kanji qui existent. Et une fois que je les avais appris, je me suis confronté à un problème, c'est que j'apprenais tous les jours beaucoup de vocabulaire. Je passais au niveau supérieur au niveau de l'apprentissage du vocabulaire, c'est-à-dire que tous les jours j'apprenais une dizaine de nouveaux mots de vocabulaire. Et je me suis dit, si je dois apprendre en plus à dessiner tous les kanji qui sont associés, ça va me prendre énormément de temps en fait. Et je me suis dit, mais j'ai pas ce temps à investir dans l'apprentissage japonais. Je peux très bien lire les mots sans savoir les écrire. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ?
Là, j'ai fait des recherches dessus et on tombe rapidement sur plusieurs avis. Il y a grosso modo 2 camps sur cette question. Il y a ceux qui vous disent que ça ne sert à rien de savoir écrire les kanji, d'autant plus quand on est en apprenant étranger. Et il y a ceux qui ne jurent que par l'écriture et qui vont dire non, vous devez apprendre à les dessiner, ça va vous aider à les mémoriser. Vous allez voir qu'il y a apprendre à laisser dans les 2 camps. En fait, il faut comprendre que l'idée exprimée par le premier camp, c'est que à l'heure actuelle, on a extrêmement peu d'occasions d'écrire des kanji à la main. Réfléchissez même en français, est-ce que vous écrivez souvent en français à la main? Une fois que l'on a fini l'école, il y a des chances que l'on écrive très peu à la main. Moi, c'est vrai que je me suis fait cette réflexion. Mon écriture à la main, grosso modo, voilà, moi j'aime bien prendre des notes comme ceci. Alors quand je dis prendre des notes, c'est juste me faire des to-do list. Mais grosso modo, je vais écrire quoi? 1, 2, 3, 4, 5, allez, une dizaine de lignes au maximum par jour en français. Et encore, c'est une dizaine de lignes d'à peine quelques mots. Donc c'est assez ridicule par rapport, voilà, la quantité est vraiment très 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 minime, quoi, une dizaine de lignes par jour en français, alors que c'est ma langue native. Donc pour une langue qui n'est pas ma langue native, combien est-ce que je vais avoir besoin d'écrire? Finalement très peu, parce que le moment où on écrit le plus à la main dans un kanji, c'est on en est à l'école. Et il y a des chances que si vous apprenez le japonais en autodidacte, l'école c'est fini, et du coup vous allez avoir à écrire très très peu à la main. Maintenant, au Japon, quand est-ce qu'on a besoin d'écrire à la main? S'il faut avoir quelques documents. Effectivement, si vous allez chez le docteur, on va vous donner des feuilles de renseignements à remplir. Quand vous allez à la mairie, on va vous demander de renseigner des informations. Mais, alors, première astuce, moi, comme je parle japonais, je fais « Ah, pardon, je ne sais pas écrire, est-ce que vous pourriez écrire pour moi ?» Et généralement, bon, c'est peut-être un petit peu relou, mais les gens le font avec plaisir. Généralement, quand ils voient que vous êtes étranger, c'est admis par les Japonais que vous ne savez pas écrire japonais. Donc, généralement, ils le font avec plaisir. Et deuxièmement, vraiment, quand c'est genre votre adresse, ce genre de choses, vous avez toujours votre téléphone, vous pouvez regarder les kanji sur votre téléphone et les recopier. Alors certes, ça ne sera pas magnifique, certes, ça sera moins stylé que si vous saviez les écrire naturellement, mais vous vous en sortirez très bien comme ceci. Donc l'usage des kanji à l'heure actuelle, surtout pour nous étrangers, il n'y a pas grand-chose, hein. Même les documents administratifs, c'est comme en français. Maintenant, tout passe par email, ou si jamais vous devez faire une lettre, souvent vous n'allez pas écrire la lettre à la main, vous allez la taper informatiquement et l'imprimer. C'est la même chose qui va se passer avec le japonais. Et il faut savoir que pour taper du japonais, vous n'avez pas du tout besoin de savoir les dessiner à la main. Pourquoi? Parce que comment est-ce que l'on rentre du texte sur un clavier japonais? C'est qu'on va rentrer les hiragana associés. Donc par exemple, si je veux rentrer le kanji de senpai, senpai, je sais que c'est senpai. Voilà, je rentre ces 4 hiragana sur mon clavier. Et là, le clavier va me proposer plusieurs kanji qui peuvent se lire comme ça. Et là, j'ai juste à sélectionner le bon kanji. Donc à partir du moment où vous savez lire, à partir du moment où vous connaissez vos hiragana, vous pouvez écrire en japonais de manière informatisée. Vous n'avez pas besoin de savoir dessiner les kanji à la main. Donc, est-ce qu'on a besoin de dessiner les kanji? Concrètement, non, on n'en a pas besoin. Maintenant, est-ce que c'est utile de savoir le faire? Ça, c'est une autre question. Là, il peut y avoir plusieurs clans. Déjà, je vais mettre de côté tout ce qui est le côté stylé, côté calligraphie, etc. Ça, oui, c'est un art comme un autre. Et si vous avez de l'intérêt dans cet art, ça peut être bien de le poursuivre. Mais ça, on va le mettre de côté parce que c'est vraiment le côté artistique, ça n'a pas le côté pratique de apprendre la langue, si vous voulez. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que c'est utile de savoir dessiner pour apprendre la langue? Et là, pareil, il y a un petit peu les deux écoles. Il y a l'école de oui, apprendre à dessiner, ça va vous aider à vous familiariser avec les kanji et du coup à mieux les apprendre. Et va avoir l'école de dessiner, ça va vous prendre tellement de temps que c'est du temps que vous ferez mieux d'investir dans la lecture. Parce qu'il faut savoir que la lecture et l'écriture, même si ce sont deux compétences qui peuvent paraître proches, elles sont en réalité assez éloignées. C'est comme en français, vous pouvez lire des tonnes et des tonnes et des tonnes de textes et rester très mauvais en orthographe. Moi, c'est mon cas, l'orthographe, c'est loin d'être mon point fort, surtout que maintenant, il y a les ordinateurs et moi, j'ai tendance à taper très très vite et ensuite à faire de clic droit, correction, clic droit, correction, clic droit, correction. C'est-à-dire que, voilà, j'ai beau lire très facilement en français, n'importe quel texte en français, je vous le lis, normal, je suis natif en français, mais quand il est de écrire, c'est une autre question. Eh bien, en japonais, ça va être un petit peu pareil. Vous pouvez être très à l'aise en lecture et être très mauvais en écriture. C'est totalement possible, même si ce sont des compétences qui sont généralement, elles sont un petit peu liées, elles sont pas, intrinsèquement, c'est pas parce que vous bossez votre écriture que vous allez devenir meilleur en lecture, et c'est pas parce que vous bossez votre lecture que vous allez devenir meilleur en écriture. Il y a un petit overlap, mais voilà, ça reste quand même assez séparé. Et du coup, si vous voulez bosser les deux compétences, si vous allez apprendre à écrire les kanji, ça va vous demander beaucoup plus de temps. Maintenant, il y a certaines personnes qui vont dire que apprendre à les dessiner, ça va faciliter la mémorisation et du coup, ça va accélérer votre apprentissage des kanji. Moi, ce que je conseille de faire dans tous les cas, c'est d'apprendre au moins vos 20 premiers kanji quand vous êtes débutant, parce que quand vous faites comme ceci, au moins vous vous familiarisez avec le principe des kanji et puis vous voyez comment ça marche. Et ensuite, vous prenez la décision
Si ça vous aide d'apprendre à dessiner les kanji, alors vous pouvez le faire quand vous voyez un nouveau kanji, soit vous le dessinez sur une feuille de papier, soit juste vous le tracez à la main. Il y en a beaucoup qui aiment bien juste le tracer à la main parce que voilà, ça permet de travailler votre mémoire kinesthésique et du coup ça peut vous aider un petit peu à accélérer votre apprentissage. Moi, il faut savoir que c'est quelque chose que j'ai rapidement arrêté de faire parce que ça me prenait trop de temps et que c'était du temps que je trouvais plus intéressant investi à apprendre à lire les kanji directement. Donc voilà, pendant 3 ans et demi là que j'apprends le japonais, c'est tout ce que je fais. Donc je ne sais plus écrire les kanji et pourtant j'arrive quand même à lire. Alors même si la lecture c'est pas mon point fort, j'arrive quand même à lire. Par exemple, si on m'envoie des SMS sur Line ou quoi, j'ai zéro souci avec ça. Pour lire des articles simples, je me débrouille. J'ai réussi à lire One Piece en japonais. Alors attention à nuancer, quand je lis One Piece ou quand je lis des romans en japonais, j'ai un dictionnaire pour m'aider quand même. C'est pas comme si je lisais tout, mais je parviens quand même à le lire et à m'en sortir. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc j'arrive quand même à plutôt bien lire alors que je ne sais absolument pas écrire. Donc oui, c'est totalement possible, il y a des tonnes de gens qui y sont parvenus comme ça, et jusqu'à présent, j'ai jamais ressenti ce besoin d'écrire, si vous voulez. Mais il n'y a pas très longtemps, quelqu'un a envoyé un mème sur Boken. Je vais vous l'afficher pour ceux qui sont sur YouTube, pour ceux qui sont sur les plateformes de podcast à l'audio, je vais vous expliquer. En fait, dans la première case, il y a marqué « Moi, quand je vois la question du GLPT », et la question c'est « Kohi o nomimashita ». Donc une question super facile, enfin une phrase super facile, où vous lui dites « Ah oui, bon ok, c'est facile, nomimashita, je vois très bien ce que c'est boire du café, ok ». Et là, ensuite, la deuxième case, c'est quand je vois les options, et là, il y a nomimashita avec en fait 4 kanji qui se ressemblent énormément, et il faut sélectionner le bon kanji. Et je me suis fait la réflexion que si je tombais là-dessus, eh bien peut-être que je me ferais avoir. Peut-être que je me ferais avoir. Pourquoi ? Parce que, faut savoir que quand vous lisez des kanji, c'est comme quand on lit du français en fait, on va très rarement les lire de manière isolée, et souvent on va les lire en contexte. C'est-à-dire que peu importe lequel de ces 4 kanji vous voyez, en contexte, on l'aurait lu nomimashita. Pourquoi ? Parce que notre cerveau il va faire des liaisons, et il va associer directement le bon kanji avec la lecture nomimashita. Tout comme en français, on peut parvenir à lire en texte avec des fautes d'orthographe du mot que c'est pas trop grave, et on peut, par exemple, quand on garde la première et la dernière lettre d'un mot, si on inverse les lettres au milieu, on parvient toujours à le lire. Il y a beaucoup d'expériences sur les réseaux sociaux avec ça. C'est vrai qu'on arrive à le faire, parce que le cerveau, en fait, il va s'appuyer sur le contexte autour pour déterminer le sens. C'est-à-dire que quand on lit des mots en français, on ne va pas les lire lettre par lettre, on va en fait lire le mot dans l'ensemble, notamment associé au contexte de la phrase. C'est pour ça que parfois on se trompe de mots. Quand on lit une phrase de manière vite, après on se dit « Attends, ça n'avait pas de sens », et là vous arrêtez, vous lisez le mot séparément, tranquillement, et vous dites « Ah oui, ok, je me suis trompé de mot ». Parce que notre cerveau, il va lire les mots vraiment dans l'ensemble. Avec les kanji, ça va être pareil. C'est-à-dire que quand vous lisez en texte, eh bien, votre cerveau va appuyer sur tout le contexte pour déterminer la lecture du kanji. Et moi, je m'en suis rendu compte que, par exemple, quand je lisais en texte, j'avais pas trop de mal parce que grâce au contexte, j'arrivais souvent à deviner la lecture des mots, grâce au contexte plus ma connaissance déjà en kanji, mais que j'avais beaucoup plus de mal déjà, par exemple, quand je voyais des panneaux dans la rue ou des t-shirts, ce genre de choses, vous avez juste en kanji qui est écrit sans contexte, et bien là, j'ai beaucoup plus de mal à le reconnaître déjà. Parce que je me dis, attends, ce kanji, il me dit quelque chose, mais c'est quoi déjà ? Parce que justement, c'est isolé sans contexte. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai vu ce mème, j'ai tout ça, je me dis, c'est quand même dommage, j'aimerais bien quand même. C'est vrai que quand je vois un kanji seul comme ça, directement le reconnaître, et j'aimerais bien vraiment être très familier avec les kanji. Alors, il faut savoir que les kanji, une fois que vous commencez à vous familiariser, même avec la lecture, vous comprenez qu'ils sont composés de 214 radicaux. Donc, en fait, c'est pas des traits qui sont random, il y a des traits bien précis. Et il y a parmi ces traits, ces traits qui forment des éléments. Il y a 214 éléments qui reviennent dans tous les kanji. Parmi les éléments les plus courants que vous connaissez forcément, ça va faire un petit peu de japonais, on va retrouver l'eau, on va retrouver l'homme, on va retrouver le cœur, voilà, il y en a 214 au total, et c'est vrai que plus vous apprenez le kanji, plus c'est facile. Et c'est vrai aussi que je m'étais déjà fait la réflexion que quand je prenais le temps de décomposer et d'essayer de faire les tracés comme certains faisaient à la main, je comprenais mieux où étaient placés les radicaux et je comprenais mieux comment était composé un kanji. C'est vrai que je m'étais déjà fait cette réflexion, mais je me suis dit, ça me prend trop de temps, c'est pas la peine de le faire. Et en voyant ce même, je me suis dit, ok, tu sais quoi ? Maintenant que tu es au Japon, on va essayer de le faire. Je suis passé dans un magasin à 100 yens. Il faut savoir qu'au Japon, il y a des magasins à 100 yens. Donc, pour 80 centimes, vous avez ce genre de manuel. Donc, c'est juste un manuel avec des feuilles et des carrés exprès pour écrire les kanji. À la base, c'est destiné aux écoliers japonais. Et je me suis dit, tu sais quoi, c'est l'occasion, on va l'acheter. On va tenter d'écrire les kanji et voir si ça va m'aider avec ma lecture, si ça va m'aider à comprendre de manière plus instinctive les kanji. C'est une expérience que je mène sur moi-même. Là, je suis encore au tout début. Ça fait une petite semaine que je le fais. Pour le moment, c'est un exercice qui me plaît beaucoup. Je dois avouer que c'est très plaisant d'écrire des kanji à la main. Vous avez vraiment l'impression de produire et d'être concrètement dans le japonais. Je vais vous montrer la méthode que j'utilise derrière. Pour ceux qui sont sur YouTube, voici un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, j'ai pas des caractères très très beaux, mais au moins je le fais tous les jours. En vrai, c'est un exercice que vous pouvez absolument faire sur feuille blanche ou même imprimer des PDF avec des carreaux directement. C'est juste que je suis au Japon, que ce genre de manuel c'est vraiment pas cher et que il était mignon.
puis ça me motive un petit peu, voilà, de voir les progrès, de voir un petit peu tout ce que j'ai fait déjà. Et pourquoi est-ce que je le fais? Comme je vous ai dit, en fait, moi, j'ai pas d'utilité à écrire les kanji concrètement. J'ai pas d'utilité à savoir les écrire à la main. Si je le fais, moi, il y a plusieurs raisons. La première, c'est, en vrai, je trouve ça assez stylé et assez marrant. Je me suis dit, ouais, ça peut être cool. Et la raison principale pour laquelle je l'ai fait, c'est pour voir si ça va m'aider à mieux lire, notamment les kanji un petit peu compliqués. Parce que j'ai remarqué que souvent, notamment quand le contexte était un petit peu flou, je pouvais confondre des kanji. Par exemple, dans Anki, où j'ai pas de contexte, où j'ai juste le mot, eh bien parfois je confondais des kanji qui se ressemblaient, parce qu'ils ont des radicaux similaires, et du coup je les confonds, alors que ce ne sont pas les mêmes, c'est juste qu'ils se ressemblent. C'est un petit peu comme si, je sais pas, en français on pourrait confondre chien et chine, si on écrivait tout en minuscule, parce que ça se ressemble. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça se ressemble. Pareil, moi c'est pareil avec certains kanji qui se ressemblent sans contexte, parfois j'ai un petit peu de mal à les différencier. Je me suis dit que peut-être justement faire cette lecture, prendre le temps de bien voir les radicaux, où ils sont placés, comment ils s'agencent, etc. dans les kanji, bien les écrire à la main, peut-être que ça va me débloquer. Pour le moment, je l'ai fait. C'est vrai que sur les quelques kanji que j'ai fait, j'ai déjà l'impression d'avoir une compréhension plus intime. Maintenant, il faut savoir que la méthode que je suis, c'est une méthode qui est proposée par The Moe Way, qui est à la base pour passer le kanken. Le kanken, c'est un test de kanji qui, contrairement au GLPT, n'est pas destiné à des étrangers, il est destiné de base aux japonais. C'est un test de japonais, d'écriture de japonais pour les japonais. Pourquoi est-ce que je suis ça? C'est parce qu'en fait, c'est une méthode qui vous apprend à écrire les kanji une fois que vous savez déjà les lire, une fois que vous êtes déjà à l'aise avec le vocabulaire. C'est-à-dire que c'est vrai que quand vous êtes au tout début, et que si vous devez apprendre tous les mots de vocabulaire et apprendre à écrire tous les kanji, ça va vous prendre énormément de temps, parce que chaque kanji que vous apprenez, pour apprendre à lire et à l'écrire, ça peut être très long. Moi ici, en vrai, tous les kanji là que j'apprends à écrire, je sais déjà les lire en fait. Et en gros, comment est-ce que le test fonctionne, comment est-ce que mon exercice fonctionne, c'est qu'en fait, le deck que j'ai téléchargé, c'est donc un deck sur Anki, donc des flashcards, où j'ai une phrase, et il y a un mot dans la phrase qui va être écrit en hiragana. Du coup, vous comprenez en fait, même avec le hiragana, le sens de la phrase, parce que vous avez toute la phrase, et il faut réussir à l'écrire en kanji. Donc voilà, c'est vraiment un deck qui est destiné à ceux qui savent déjà parler japonais et qui cherchent à l'écrire. Pour le moment, il est très cool. Comme je vous dis, ça fait qu'une semaine, donc j'attends un petit peu plus de recul. Je pense que dans quelques mois, je vous retournerai une vidéo pour vous dire ce que j'en avais pensé. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est un exercice qui me plaît bien, c'est très satisfaisant. Et vraiment, pour le moment, en fait, je me dis, je regrette pas, tu vois, d'avoir attendu 3 ans et demi avant de me mettre franchement sérieusement à l'écriture, parce que je galère pas trop en vrai. Même si je connaissais pas les kanji, en fait je connaissais pas l'écriture des kanji, mais tous les kanji je les connaissais. Donc une fois que je le vois, et je me dis ah oui ok, il s'écrit comme ça, et en fait je vais m'en rappeler assez facilement, et je galère pas du tout, tu vois. Je me rappelle que quand je commençais à apprendre le japonais au début, je galérais vraiment à les écrire les kanji. Pourquoi? Parce qu'en fait je savais pas les lire. Et voilà, apprendre à les écrire sans savoir les lire, c'était très compliqué. Je regrette pas de l'avoir fait pour les premiers kanji pour comprendre comment ça marchait, mais pareil, je regrette pas, tu vois, pour les kanji plus compliqués, du coup, d'avoir attendu et d'avoir focalisé mon énergie sur la lecture. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est éventuellement tester. Tester avec vous-même. Quand je vous dis, on a vraiment plusieurs natures. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vraiment avoir énormément de bénéfices à écrire à la main parce qu'ils vont vraiment comprendre comment les kanji fonctionnent comme ça. Ils vont vraiment s'appuyer sur cette mémoire de l'écriture pour réussir à lire plus facilement les kanji, et il y en a pour qui au contraire ça va très mal transvaser, et du coup ils vont juste perdre du temps à essayer de les écrire. Au moins essayez, voyez ce que ça donne. Ce que certains aiment bien faire, c'est les écrire ensuite juste avec le doigt pour éviter d'avoir un stylo, etc. Quand vous voyez un nouveau kanji, vous l'écrivez avec le doigt pour essayer de le choper, juste comme ça. Et puis, au moment où vous voudrez vraiment apprendre à écrire de tête tous les kanji, vous pourrez le faire. Moi, je vous conseille de le faire une fois que vous parlez déjà plutôt bien japonais. Ça sera beaucoup plus facile. C'est un petit peu l'approche que font les écoliers japonais. Les écoliers japonais, ils apprennent à écrire les kanji. Ils connaissent déjà les mots. Ils connaissent déjà les mots qu'ils apprennent à écrire. C'est exactement l'approche que je suis. Voilà, vous avez un petit peu ces deux options. Quand vous apprenez un nouveau mot, sans apprendre à l'écrire par cœur, vous pouvez au moins essayer de l'écrire pour voir comment il se compose, voir si ça vous aide à mieux le retenir. Et puis, si vous voyez que ça vous sert pas, sachez que c'est pas obligatoire. Moi, voilà, j'ai passé 3 ans et demi à apprendre le japonais sans du tout faire de tracés, même à la main, je les faisais pas. Et j'en suis au niveau où je suis actuellement, qui est largement suffisant pour la plupart des gens. La plupart des gens, c'est le niveau qu'ils veulent, un niveau qui me permet de vivre au Japon, d'échanger avec des Japonais, d'avoir des amis japonais. Même si j'estime que j'ai encore une énorme marge de progression, voilà, j'ai quand même un niveau qui est totalement fonctionnel sans avoir appris à dessiner. Maintenant, voilà, pour passer un petit peu, moi je suis au stage, là, pour ceux qui se demandent, je suis fin d'intermédiaire, début d'avancée, très certainement. Donc je suis entre le B2 et le C1, un niveau qui suffit largement pour vivre ici, mais c'est vrai que moi je vise quand même un niveau plus haut en japonais, et du coup je pense que ça va passer par l'écriture. On va faire le test, je sais pas encore, c'est vraiment un test que je fais sur moi. Je sais qu'il y a vraiment des fans hardcore de l'écriture, donc voilà, ça peut être cool. Pour le moment j'aime bien, c'est un exercice très sympa. Sur ce, je vous dis à la prochaine, tchuss.